Il m'appartient maintenant de demander au chef d'État de nous rejoindre sur scène pour une table ronde avec des discours. Je vais demander d'abord à mon complice et ami Étienne Gernel du Point, rédacteur en chef du Point, de nous rejoindre, et puis d'appeler sur scène Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, Son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, Son Excellence Monsieur le Président Rajaonarimampianina, c'est bon, j'ai réussi, et Son Excellence Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, sur scène, Monsieur Michel. Cette séquence va être à la fois une succession d'interventions au pupitre et de questions avec nos panélistes. Et puis nous prendrons, si nous en avons le temps, 3-4 questions dans la salle sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vais tout de suite céder la parole à Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, qui a une allocution à nous faire. Je remercie M. Richard Attias. Mes chers collègues, Monsieur le Président de la République gabonaise, cher Ali, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Président Harry, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre de Belgique, cher Charles Michel, cher Laurent Fabius, représentant le Président François Hollande, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'IMF, notre hôte est Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis. À l'entame de mon propos, je voudrais renouveler mes condoléances émues au peuple français suite à l'accident tragique survenu à Puisseguin en Gironde. Puissent les victimes reposer en paix et les blessés retrouver la plénitude de leurs moyens. Au nom des instances de la francophonie, je remercie le président Hollande et son gouvernement pour avoir bien voulu accueillir ce deuxième forum économique francophone, après le premier tenu l'année dernière à Dakar. Je remercie également Madame la secrétaire générale, Michaëlle Jean, ainsi que M. Richard Attias et tous ceux qui ont consacré leur temps et leurs efforts à l'organisation de ce forum. Je rappelle qu'au sommet de Kinshasa, en 2012, nous avions demandé à l'OIF et aux opérateurs de proposer une stratégie économique pour la francophonie, réunissant pouvoirs publics, entreprises, institutions éducatives et sociétés civiles. C'est ce que nous avons fait à Dakar en mettant en évidence les forces de l'espace francophone, avec ses près de 900 millions d'habitants et sa part de 20% dans les échanges mondiaux de marchandises. La francophonie, ce sont aussi des affinités autour de la langue française. Et parlant de la langue française, j'aimerais rappeler des propos que j'ai entendus étant déjà très jeune élève, des propos de Léopold Sédar Senghor qui disait son premier contact avec la langue française. Et il disait que lors de mon séjour à Ngazobil, qui est un séminaire au Sénégal, il était encore jeune, Senghor, lorsque j'ai entendu pour la première fois le mot « confiture », il dit « confiture m'a fait aimer la langue française ». Alors je rajouterai qu'à travers ce mot « confiture », on perçoit toute la finesse, toute la beauté, tout le charme et toute la délicatesse de la langue française. C'est une langue donc de communication et d'échange. Ce sont des valeurs et des aspirations partagées. La liberté, la démocratie, le respect de la diversité culturelle, Madame le maire de Paris l'a rappelé avec brio,
mais aussi c'est une langue des droits de l'homme. Mais la francophonie, ce sont également les différences dans les niveaux de développement. Un espace où des membres du G7 et du G20 côtoient des pays en développement, certains émergents, d'autres parmi les moins avancés. Et puis, il y a la question centrale de l'énergie. Vous l'avez rappelé, Laurent Fabius, au cœur de l'économie et du changement climatique. Nous sommes soucieux de modes de production à la fois économiquement efficaces et écologiquement viables pour sauver la planète. En même temps, il faut tenir compte des besoins de croissance et de compétitivité, en particulier pour les pays en développement comme les nôtres. Je souhaite sur ce plan que la conférence de Paris nous aide à réussir cette transition énergétique par des engagements fermes, vous l'avez rappelé, sur la limitation du taux d'émission et la mobilisation des ressources au titre du Fonds vert. Et j'ai l'habitude de dire à nos interlocuteurs que nous avons fait le choix du développement, mais nous devons éviter d'emprunter les mêmes voies. Et pour cela, les pays riches doivent mettre de l'argent sur la table. Parce que si nous n'avons pas la compensation des pertes de compétitivité, eh bien, nous emprunterons les mêmes chemins, c'est-à-dire une énergie compétitive, mais malheureusement polluante. Charbon et hydrocarbures. C'est ce qu'il faut éviter et nous orienter vers les énergies propres, renouvelables, et cela a un coût, et ce coût, nous devrons le partager. Je sais combien le président Hollande est fortement engagé, combien la France s'est engagée pour la réussite de cette COP21. Affinités, différences, contraintes et opportunités de la transition énergétique, mais aussi prise en compte de la situation spécifique de la jeunesse et des femmes comme acteurs de développement. Voilà les fondamentaux de la stratégie économique pour la francophonie sur laquelle nous nous sommes engagés au sommet de Dakar. Il s'agit maintenant d'aller de l'avant, de passer des engagements aux actes, de bâtir sur nos affinités et nos valeurs communes une francophonie des affaires qui tient compte de nos différences. Nous en avons les moyens. Car, en plus de la langue, l'espace francophone recèle d'autres atouts, et non des moindres, dont l'expertise dans les technologies les plus avancées, l'esprit d'entreprise et de partenariat et la capacité d'innovation. Et beaucoup d'entre nous partagent une tradition juridique commune et des espaces d'intégration qui facilitent les échanges. Je pense à l'OHADA, je pense aux communautés économiques dont certaines sont dotées d'une monnaie et d'un tarif extérieur commun. Mais je pense que rien n'empêchera que les hommes d'affaires nous proposent, que les diplomates de la communauté francophone puissent bâtir une sorte de préférence communautaire qui pourra justement être prise en compte dans les appels d'offres. Vous savez, que sous forme de bonus qui permettrait aux entreprises francophones de bénéficier d'un petit soutien, comme c'est déjà le cas pour, en tout cas, nous, nos espaces communautaires ouest-africains. Mais l'une des clés de réussite dans la promotion des échanges intra-francophones, c'est le financement. J'ai l'habitude de le dire à tous les partenaires européens. L'Europe connaît l'Afrique mieux que tout autre continent. Et contrairement à certaines idées reçues, nos portes sont toujours ouvertes pour l'Europe et pour nos partenaires traditionnels. Mais je dois aussi dire qu'à qualité et expertise égale, les conditions de financement et la diligence dans les procédures font la différence. J'ai souvenance que le président Hollande avait fait le même constat à Bercy en février dernier, lors du Forum franco-africain. Et il disait, pour une croissance partagée, il annonçait justement une série de mesures pour soutenir le financement des entreprises françaises
intervenant en Afrique. Je veux citer notamment l'ouverture aux pays africains de la réserve aux pays émergents pour financer de grands projets, la création d'une banque française de l'exportation au service des grands contrats internationaux, 1 milliard d'euros pour la transition énergétique et enfin l'amélioration des conditions de garantie de la COFACE pour l'assurance du financement des projets. Ces mesures vont dans le bon sens. Il faut s'en féliciter et l'en féliciter. Il en est de même de l'ouverture prochaine à Dakar d'une représentation québécoise pour développer les relations économiques avec l'Afrique de l'Ouest. Nous devons en même temps travailler partout à l'amélioration continue de l'environnement des affaires pour plus de transparence, de célérité et d'efficacité dans l'échange et l'investissement. J'ai parcouru, mesdames et messieurs, les thèmes proposés pour les travaux d'atelier. Elles sont toutes pertinentes, à mon sens. Qu'elles touchent à l'agriculture, je dois dire que l'Afrique a engagé un véritable combat pour une révolution agricole, au système éducatif, pour une réelle économie francophone, à l'information, au numérique et aux jeunes entrepreneurs francophones, entre autres. Mais il y a aussi la question de la mobilité. Merci Laurent pour ces bonnes nouvelles. Pensons à cette question de la mobilité. Ce que vous venez de dire nous rassure, en tout cas pour ce qui concerne la France. Et cette question est essentielle. Elle sera certainement dans l'agenda du sommet de Malte sur la migration dans quelques jours. L'échange dans la francophonie se fera par le mouvement, par la libre circulation des biens et des services, certes, mais aussi par la mobilité des acteurs de l'échange. Si nous voulons entreprendre ensemble dans une économie mondiale soumise à la libre concurrence, nous devons faire en sorte que les hommes et les femmes d'affaires de l'espace francophone puissent s'y mouvoir sans obstacle indu. Ceux et celles qui ont des raisons et les moyens de se déplacer pour les besoins de leurs affaires devraient pouvoir le faire sans entrave. C'est pourquoi j'ai salué ces mesures annoncées par le ministre des Affaires étrangères. Travaillons ensemble pour y arriver. C'est l'essence même de la francophonie des valeurs. Et c'est une des conditions de réussite de la francophonie économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Je crois, Monsieur le Président de la République, que vous avez à remettre à Madame Michaëlle Jean un très beau rapport que vous avez et que vos équipes ont élaboré à l'issue du premier sommet, histoire de passer un témoin. Et je crois que M. Muntagassi, qui est le patron de l'APIX, l'Agence aux investissements, a ce rapport à vous remettre. Et je vais inviter Mme Michaëlle Jean à venir pour ces quelques secondes symboliques de remise du rapport de Dakar. Je vais laisser le témoin à mon ami Étienne qui, pour commencer déjà ce débat, et puis après, au cours du débat, je demanderai au président Éric de faire son intervention, s'il le veut bien. Étienne, que vous inspirent les propos du président Macky Sall? Monsieur le Président, il y a une question qui est quand même centrale, que vous avez évoquée, qu'a évoqué Laurent Fabius, qui est celle de la mobilité. Alors je me souviens que l'an dernier, à Dakar, lors du premier forum économique de la francophonie, il avait été beaucoup question de cela, et on allait même jusqu'à parler d'un passeport francophone, qui paraît loin aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Alors il y a eu des avancées, Laurent Fabius vient d'en parler. Est-ce qu'on est encore loin du compte? Qu'est-ce qui reste à faire, concrètement, pour assurer la mobilité dans l'espace francophone? Pour être honnête, je pense que, à ma connaissance, rien n'a encore été fait sur ce plan. Je ne suis pas au courant. Je ne peux pas raconter des histoires. Mais ça a été une volonté. Je crois que la France nous a annoncé ce matin ce qu'elle pourrait faire. Il y a les autres pays francophones. Chez nous, il n'y a pas de problème puisque
vos hommes d'affaires rentrent et sortent comme ils le veulent. Moi, j'avais instauré un visa d'entrée à l'évaluation. Après quelques mois, je l'ai annulé pour laisser l'entrée libre au Sénégal. J'espère que l'OIF va essayer de travailler en concertation avec les différents gouvernements, mais à ma connaissance, pour le moment, rien n'a encore été fait dans ce domaine. Mais quels gens sont en train de dire oui de la tête? Bah venez, attendez, on va le rendre interactif. Alors venez. On peut avoir un micro, s'il vous plaît. Je crois en effet que c'est une question absolument urgente. Évidemment, il y va de la souveraineté des pays. Le Sénégal a fait un geste extraordinaire. Laurent Fabius vient d'annoncer la position française qui va faciliter cette circulation, et qu'on s'entende. Hein. Quand les entrepreneurs circulent, c'est parce qu'ils ont envie d'examiner des marchés, de rencontrer d'autres entrepreneurs dans les mêmes filières qu'eux, de négocier des ententes de partenariat. Et ce n'est pas du tout pour essayer de prendre asile ailleurs, c'est parce que leur entreprise, leur activité est d'abord chez eux, et c'est là qu'elle importe. Ce sur quoi nous sommes en pleine réflexion, c'est de se dire peut-être que l'OIF pourrait en quelque sorte apporter une mesure qui permettrait de se porter garante de certains projets, notamment de jeunes entrepreneurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même qu'on entende le président Ali Bongo, président de la République gabonaise. Pour vous, la francophonie économique, qu'est-ce que ça représente? Vous qui êtes, vous avez une stratégie nationale, une stratégie régionale en Afrique centrale, une stratégie africaine, puis ça va jusqu'à la Chine, l'Europe ou les États-Unis. Mais la francophonie en particulier, qu'est-ce que ça représente pour vous? D'abord, je voudrais remercier les autorités françaises pour l'accueil, cher ami Laurent Fabius, mais surtout Madame le maire, Nialgo. C'est toujours un plaisir de se retrouver à Paris. Je voudrais aussi remercier Madame Michaël Jean et dire que notre présence aujourd'hui montre bien l'importance pour nous du sujet dont nous débattons. Il s'agit d'abord pour reconnaître, et ça cela a déjà été fait, que nous sommes membres d'un espace qui est très important. Et que cet espace, nous devons le mettre en valeur et surtout donner des opportunités, en regardant l'avenir, à tous les jeunes qui sont derrière nous, de pouvoir trouver leur place. C'est donc ce qui est important. Aujourd'hui, longtemps nous avons discuté de questions, questions nobles, de la beauté de la langue française, la langue de la diplomatie, tout cela, c'est bien. Mais les jeunes qui sont derrière nous, ils disent, bon, ben, qu'est-ce que ça met dans l'assiette? Bon. Donc c'est ça dont il faut aujourd'hui se préoccuper. Qu'est-ce que nous mettons dans l'assiette pour nos jeunes? Nous avons beaucoup d'atouts et longtemps nous avons été un petit peu à l'arrière par rapport aux questions essentielles qui sont aujourd'hui les questions économiques. Et il faut dépasser le complexe que nous avions par rapport à d'autres communautés pour dire que nous avons des opportunités qui sont très importantes. Oui, la francophonie est un atout. Oui, la francophonie, ce n'est pas seulement se retrouver dans des beaux salons et discuter, parler en mettant des imparfaits du subjonctif. C'est très bien, mais je dis aujourd'hui, il y a d'autres opportunités. Donc c'est cela aujourd'hui qui m'intéresse, c'est ça qui intéresse nos jeunes. En quoi la francophonie est une opportunité? Oui, c'est une opportunité parce que les pays qui sont membres, qui sont aussi bien qu'on représente on voit dans les pays qui sont du G7, mais surtout les pays en développement, et avec totalement avec la vitalité que nous avons aujourd'hui, la vigueur que nous avons aujourd'hui en Afrique, il y a véritablement des chances. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse se dire que nous voulons développer ensemble cet espace. Nous en avons l'ambition et nous nous donnons les moyens pour le faire. Et nous saluons donc toutes les opportunités et puis les initiatives qui ont été récemment prises par l'OIF depuis le sommet de Dakar, en passant par le fonds lancé par Mme Michaël Jean à Libreville. Le Gabon soutient cette stratégie économique de la francophonie, qui est donc très importante. Et c'est pour ça, comme Mme Jean l'a rappelé, nous allons aussi participer à contribuer une contribution financière pour soutenir les efforts de l'OIF. Ce qui donc faut bien comprendre pour nous, c'est que même si nous sommes certes, on retrouve des pays francophones un petit peu à l'échelle de la planète, il y a un axe qui est fort. Cet axe fort est un axe nord-sud, qui est donc un axe entre les pays africains et puis vers l'Europe.
Et cet axe-là doit être développé. C'est aujourd'hui une question de survie économique pour nos pays, parce que si nous nous enfonçons dans la crise, cela peut donc résulter dans un certain nombre de conflits qui sont très graves. Nous avons à faire face à des problèmes de développement, mais en même temps, nous avons à faire face, et Laurent Fabius l'a rappelé, puisque nous allons nous retrouver dans un mois à Paris, aux contraintes climatiques qui ont un impact aussi donc sur le développement économique, et avec la conséquence d'une accélération de ce phénomène de migrants vis-à-vis de l'Europe. Ça a d'abord commencé par les élites que nous perdons, et puis donc c'est cette masse qui arrive sur l'Europe. Et donc tout ça sont des enjeux qui sont très importants pour nous et pour lesquels il faut que nous puissions trouver des solutions. Alors ces solutions, elles existent, et c'est pour ça que nous saluons la présence aussi donc du secteur privé, vis-à-vis duquel je pense qu'il est important que nous puissions avoir un véritable partenariat, car il s'agit que le secteur privé nous accompagne pour mieux définir nos politiques d'éducation et de formation, parce que souvent, c'est bien, nous avons des politiques d'éducation importantes, mais nous formons des jeunes qui se retrouvent avec des diplômes, mais qui, ces diplômes-là, finalement, sur le marché, ne sont pas en adéquation, ils restent à la maison, et il n'y a rien de pire que d'avoir un savoir, une connaissance, des diplômes, et de rester à la maison sans rien faire. Donc, le dialogue avec le secteur privé va nous permettre de mieux cerner quels sont les besoins du marché, et donc nous dicter pour les décideurs politiques que nous sommes quels sont les axes de formation, notamment à court et moyen terme par rapport aux opportunités que l'on peut trouver dans les différents pays. Donc c'est tout cela, ce sont tous ces points-là qui pour moi sont essentiels, et dans la discussion que nous devons avoir déjà entre leaders et avec les hommes d'affaires dont nous connaissons les contraintes, meilleure transparence au niveau de la gouvernance, et puis améliorer le cadre des affaires, sécuriser les hommes d'affaires dans le sens de avoir des accords entre pays de non-double imposition, de protection des investissements. Toutes ces questions-là, on les connaît. Il s'agit aujourd'hui simplement d'une question de volonté pour nous dire, est-ce que nous sommes décidés à le faire? Oui, nous sommes décidés à le faire. Et comment nous allons commencer? Et puis ça prend donc des sacrifices les uns et les autres. Enfin, je terminerai par le fait qu'il est important aussi de rapprocher nos propres hommes d'affaires avec les hommes d'affaires donc de pays développés, pour que des joint ventures puissent se mettre en place, pour qu'il y ait des véritables partenariats stratégiques. Parce que bon, à la fin de la journée, l'homme d'affaires est intéressé par le fait, bon, est-ce que je vais gagner de l'argent ou pas? Donc le message des décideurs, c'est de dire, non seulement on veut que vous gagnez de l'argent, pas seulement pour vous imposer une fiscalité pour reprendre tout cet argent, mais surtout que vous puissiez réinvestir cet argent et nous aider à faire en sorte que les programmes de formation et d'insertion des jeunes, vous puissiez participer un petit peu à tout cela. Donc voilà pour la raison pour laquelle fondamentalement ma présence est importante, non seulement pour les jeunes de mon pays, mais pour être sûr que nous puissions faire en sorte de travailler ensemble. Merci. Monsieur le Président Ali Bongo et Monsieur le Président Macky Sall, vous êtes là aussi avec, si je peux me permettre, deux autres casquettes, respectivement le Président de la CEDEAO en exercice et le Président de la CEAC. Et à Dakar, une proposition avait été faite. Est-ce qu'elle est utopiste ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être exploré? Je vous la libelle. Libérer une partie des réserves des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale qui sont déposées à la Banque de France pour doter le capital d'une banque de développement de la francophonie. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Oui, on est d'accord. Allez. On a déjà un vote pour. Disons que nous ne pouvons pas être opposés à toute idée qui pourrait nous amener à soutenir et améliorer donc nos performances économiques. Il faut être très prudent quand on parle de questions de monnaie. Nous avons un système qui est mis en place depuis un certain nombre de décennies, qui a certes des contraintes, mais qui a été un facteur pour nous, qui a été un facteur quand même de stabilité et nous a aidé dans le développement. Donc, je pense que rien n'est figé, mais il est important que tous les différents acteurs, bon là on parle des deux zones, puissent se retrouver et pour définir
un modèle et définir comment nous pourrions éventuellement améliorer et avoir un outil qui pourrait nous aider de soutenir un petit peu plus nos économies. Des différences existent entre un certain nombre de pays qui ne sont pas dans les mêmes conditions, entre des pays dont l'économie repose plus sur l'agriculture, d'autres qui sont plus sur les questions minières, pétrolières et autres. Il y a des harmonisations à faire, et puis avec tous les différents partenaires. Mais avec la bonne volonté, je suis sûr que nous pourrions trouver un véritable modèle. Mais il ne s'agit pas simplement, comme cela, de dire « Ah, il faut qu'on fasse là, bon, pourquoi on doit le faire, comment on doit le faire ?» et ça prend du temps. Président Macky Sall, vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que le président Ali a tout dit sur cette question. Non, pour simplement dire quand même, comme il l'a rappelé, la question monétaire est une question très sérieuse qui ne doit pas être abordée sous l'angle politique simplement. Il est clair que le franc CFA, qui a été garanti quelque part par le Trésor français depuis plusieurs décennies, a des atouts, a aussi des inconvénients, c'est certain, sur un certain nombre de plans. Mais les atouts, c'est d'abord la stabilité monétaire, c'est la convergence. Cela nous a permis de passer d'abord par la monnaie unique pour aller vers l'intégration économique et avoir des politiques douanières communes. C'est ce qui a facilité d'ailleurs dans l'espace UEMOA, par exemple, ouest-africain, d'avoir une union à la fois monétaire et économique, d'avoir un tarif extérieur commun, et cela, et des critères de convergence sur le plan économique, d'avoir les mêmes fiscalités sur l'ensemble des pays. Cela donne un atout quand on voit que nos États sont des micro-États en réalité. C'est des espaces extrêmement réduits, ça c'est depuis la conférence de Berlin. Donc il nous faut aller vers des marchés plus élargis, et le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, celui de l'Afrique de l'Est, devraient converger pour faire d'abord une seule zone monétaire stable. Et après, bon, rien ne nous empêche, si nous voulons créer une banque centrale francophone, c'est pas une question, elle n'est pas en opposition avec la parité CFA-euro. Donc je pense que ce n'est pas en opposition, mais il est vrai que nous devons pousser nos banques centrales à être plus présentes dans le développement. Elles ont une philosophie trop financière. Or, c'est l'économie qui doit commander la monnaie. Il y a des interactions qui doivent aller ensemble. Or, elle est restée monétaire. Et ça, c'est un autre plan, c'est un autre débat que nous devons engager avec nos banques centrales pour qu'elles soient plus présentes dans l'économie, dans le financement du développement. Je l'ai rappelé cette semaine à Dakar lors du forum de haut niveau avec la Banque africaine de développement qui a décidé de mettre 10 milliards de dollars sur 10 ans dans le secteur uniquement de l'agriculture. Nos banques centrales doivent aider les banques commerciales à participer dans les financements des campagnes agricoles, par exemple, en Afrique. Voilà des modèles qui pourront nous faire avancer. Pour le reste, les spécialistes et les chercheurs devront aider les États à mieux être éclairés. Moi, généralement, un sujet, si je ne le maîtrise pas, je préfère ne pas trop m'avancer là-dessus. Merci. Président Éric, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Pardon. Président Éric, vous aviez quelques mots, vous avez préparé quelques mots? Oui, en tout cas, je vais faire un propos liminaire tout à l'heure, mais je me permettrai déjà de réagir en disant que c'est une très bonne idée. Et tout cela nous ramène toujours au principe fondamental de la francophonie, qui est le partage. Et je crois que c'est la base, c'est le socle. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de mobilité, mais effectivement, lorsqu'on adopte le principe de partage, le corollaire, c'est la possibilité de voyager, de circuler dans ces pays de la francophonie. Nos jeunes ont besoin de connaître les valeurs de la francophonie. La francophonie, c'est un grand espace d'innovation, de technologie, de développement, d'initiative. Il faut que toutes les populations de tous ces pays de la francophonie en bénéficient. Je pense que c'est ça le partage. Ça doit commencer par là, et c'est dans un intérêt réciproque et mutuel. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc je remercie déjà nos pays
de Macky Sall et d'Ali Bongo pour être les initiateurs. S'ils le pouvaient, pourquoi pas? Ce serait un bel exemple. Le pays pourrait déjà engager ces initiatives-là. Étienne, on va quitter un peu l'Afrique et peut-être qu'on peut aller dans le Royaume de Belgique. Royaume de Belgique, monsieur Moi, le Premier ministre. je souhaitais juste, avant de te laisser la parole, remercier particulièrement le Premier ministre parce que vous êtes la caution à un propos que j'ai dû tenir à 4 reprises, comme s'il fallait que je me justifie à chaque fois que je parlais aux médias ces derniers jours, puisque les médias, en tout cas certains, veulent systématiquement enfermer ce type de forum dans le forum France-Afrique. C'est un vieux Roland qui traîne un peu ici, donc je suis heureux que la Belgique, au moins que le Royaume de Belgique, soit représenté et qu'il puisse, en tout cas, nous exposer, que vous puissiez nous exposer votre vision. Étienne. Vous qui vivez dans un royaume trilingue, vous êtes déjà dans la compétition économique des langues depuis assez longtemps, parce que finalement c'est une question qui se pose en Belgique entre les francophones, les néerlandophones et les germanophones depuis assez longtemps. Finalement, ça n'a pas vous être une notion, c'est pas une notion très étrangère pour vous, la francophonie économique. D'abord, sur la première question, si je peux me permettre, qui a été évoquée, je note que l'on parle de financer une banque de développement au départ d'un support de la Banque de France. La Belgique est d'accord, puisque la Banque nationale belge n'est donc pas concernée par la proposition, si j'ai bien compris. Cela étant dit, effectivement, en venant, non, mais je répondrai sérieusement dans un instant. En venant à ce sommet de la francophonie, j'imagine qu'on ne me parlerait pas des litiges linguistiques en Belgique, mais même au sommet de la francophonie, on me parle des questions linguistiques en Belgique. Non, je crois fondamentalement que les langues et le multilinguisme, c'est évidemment un atout. Anne Hidalgo l'a dit tout à l'heure, c'est une richesse. Et la francophonie n'exclut pas, au contraire, l'accès au multilinguisme, l'accès à d'autres espaces. Mais incontestablement, et d'autres l'ont dit très bien il y a quelques instants, la langue commune, c'est un lien, c'est un moyen de se comprendre mieux, de se comprendre plus spontanément. Et donc moi, je me réjouis effectivement de cet élan qui a été donné notamment au départ de Dakar pour dire il y a là aussi un espace avec une dimension économique. Et ce qui a été dit par Ali Bongo, comment on remplit les assiettes, eh bien, ça nous mobilise aussi parce que la Belgique est un pays qui, dans l'histoire, s'est beaucoup mobilisé dans le lien avec ce continent africain. La Belgique, traditionnellement, est un pays qui est totalement convaincu, et je le suis pour ce qui me concerne, de ce que nous, les Européens, auront tout à gagner du succès, du développement, de la stabilité, de la sécurité en Afrique. Et inversement, nous aurons beaucoup à perdre, mais je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que le continent africain se portera bien chaque fois que l'Union européenne réussira des stratégies de développement, de stabilité. Nos destins sont liés pour la nuit des temps, j'ai envie de dire. Et donc c'est vrai que j'ai envie d'être très mobilisé sur cette conviction que le développement économique, la croissance, le soutien à l'initiative privée, l'économie numérique aussi, qui est certainement un des enjeux importants. Moi, j'espère que parmi ces millions de jeunes Africains, il y aura peut-être demain des Steve Jobs, des Mark Zuckerberg, pour créer de la valeur, pour créer de la dynamique, pour créer des succès et avoir un regard un peu plus optimiste et enthousiaste que le regard que parfois, malheureusement, on porte sur la relation entre l'Europe et le continent africain. Vous faites beaucoup en Belgique, je crois, non, sur les petites et moyennes entreprises et justement dans le numérique. Est-ce qu'on peut partager cette expérience nous tentons d'être très mobilisés. Il y a quelques années, j'étais d'ailleurs ministre de la coopération au développement, nous avons lancé un projet qui s'appelle BIO, qui est une institution, qui est une forme de bras armé de la coopération au développement, qui repose sur l'idée qu'à côté de l'aide classique, l'aide traditionnelle, il faut tenter de soutenir d'autres mécanismes de financement du développement économique, pour tenter de soutenir des projets qui visent à générer de l'emploi, à faire émerger des classes moyennes, des personnes qui puissent, grâce à un emploi, se stabiliser et stabiliser aussi un pays. Et donc c'est un mécanisme qui a mobilisé de l'argent public que l'on a investi dans des petites entreprises, parfois des très petites entreprises, pour tenter d'étoffer des épines dorsales de petites, de moyennes entreprises avec des mécanismes de type prise de participation, accès au capital à risque, prêts, obligations convertibles. Donc il y a une grande variété, une innovation, une flexibilité aussi pour tenter de prendre en considération cette dynamique au départ des petites et moyennes entreprises,
avec un regard, et je me réjouis que ça a été dit par la secrétaire générale il y a quelques instants, avec un regard très tourné sur les femmes et sur les jeunes. Et je pense aussi une responsabilité de tenter de soutenir le dynamisme économique au départ des femmes. C'est vrai, les rapports, les études ont montré l'efficacité de cette orientation-là, et aussi de regarder la situation des jeunes qui décident de se retrousser les manches et de développer des projets au départ d'une idée, et parfois même au départ d'un rêve. Vous avez parlé de l'Europe. Est-ce que pour vous, l'Europe peut être un vecteur, alors qui n'est pas seulement francophone, mais la Belgique non plus, puis il y a beaucoup d'États en Europe qui ne sont pas francophones ou qui le sont un petit peu, peut être un vecteur de cette francophonie économique, qu'elle doit être associée à ça? Mais moi, je pense que le projet pour la francophonie économique, il n'exclut pas d'autres dimensions. Il vise à conforter, à renforcer d'autres types d'espaces. C'est de cette manière-là que je le vois. Je ne vois pas la francophonie en concurrence avec une Union européenne solide, forte, qui assume de plus en plus son rôle. Mais je mesure aussi comme Européen que les Européens, certainement la génération à laquelle j'appartiens en tout cas, doit se poser la question de sa relation avec l'Afrique. Moi, j'appartiens à une génération qui regarde la relation avec l'Afrique sans nostalgie par rapport au passé, mais aussi sans sentiment de culpabilité. Et je le dis à côté des collègues qui sont ici. Je pense que l'on doit développer une relation de responsabilité mutuelle, regarder l'avenir, regarder quel est l'intérêt commun que l'on peut développer et travailler ensemble, la main dans la main, au service de nos intérêts mutuels. Ça, c'est la démarche dans laquelle moi je souhaite m'inscrire. Mais je sais aussi que l'Europe doit faire son introspection. Et moi, je sais aussi que, par exemple, quand on dit, et Macky Sall l'a dit avec délicatesse tout à l'heure, mais quand on dit qu'on doit faire plus de diligence, c'est vrai, nos modes de décision sur le plan européen, quand la Commission européenne soutient des projets d'infrastructure de développement et que ça prend des années entre le moment où on dit on va réaliser cette infrastructure-là et le moment où on peut inaugurer, concrétiser, c'est un problème. Donc je pense que les responsables européens, politiques publics, doivent aussi faire leur introspection et voir de quelle manière on peut être plus efficace, plus rapide, plus flexible dans ce partenariat avec le continent africain.